Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, des codes, les codes sociaux. Est-ce que les choses qu'on fait sont correctes? Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est juste? Et en fait, de la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait ou on ne fait pas ce qu'on ne fait pas, les raisons pour lesquelles on dit ce qu'on dit ou on tait ce qu'on tait, on ne dit pas ce qu'on ne dit pas. Voilà, j'ai envie d'explorer ces questions-là avec vous aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer, j'ai envie de vous expliquer ce qui fait que j'ai envie de vous parler de ça maintenant. On est le lundi 24 août 2020. La semaine dernière, j'ai passé une semaine dans mon Tipeee, en Tipeee Trip. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Tipeee, c'est juste le nom du modèle de ma voiture. C'est un Peugeot Partner qu'un ami m'a aménagé sur mesure l'année dernière pour que je puisse voyager dedans, dormir dedans, explorer tout un tas de belles régions dedans, et c'est vraiment un super trip pour le coup. Et donc j'ai passé une semaine en Tipeee Trip en Bretagne l'année dernière, la semaine dernière. J'ai exploré la Bretagne. Alors déjà en temps normal, le Tipeee Trip c'est quand même déjà un peu particulier parce que on voit des vannes, on voit des camping-cars, etc. Mais une voiture aménagée déjà c'est un petit peu, voilà, ça interroge un petit peu. Et puis bah, c'est particulier de passer une semaine, voire plus, hein, puisque j'ai pas mal bourlingué l'année dernière, j'ai passé plus de 3 mois à voyager à gauche, à droite, par Mons et par Vaux, c'était vraiment une super expérience. Et, euh, et c'est déjà une expérience qui est très particulière, parce que quand on vit comme ça à un moment, on se retrouve bah, à se garer la nuit sur un parking, je sais pas moi, de forêt, de bord de lac, de bord de mer, donc c'est super sympa hein, de se réveiller avec vue sur la mer, etc. Mais on se retrouve sur des parkings, sur des bords de route, alors on essaye de trouver les endroits les plus isolés possibles. Ce qui est vraiment sympa, c'est de vraiment pouvoir s'isoler, d'aller passer sur ces chemins-là en voiture et de pouvoir aller dans des endroits où il y a vraiment le moins de monde possible. Mais n'empêche que, de toute manière, on est quand même sur la voie publique quand on fait ça. Et donc on se retrouve à se brosser les dents sur la voie publique, voilà, à avoir son coffre là, à l'arrière qui est ouvert, donc les gens qui passent peuvent voir hein, l'intérieur de la voiture. On se retrouve à préparer à manger comme ça, aux yeux de tous, etc. Donc c'est assez particulier. Et déjà en temps normal, c'est voilà, c'est intéressant. Mais alors vivre ça en pleine période de Covid, c'était juste énorme. Non, c'était vraiment très drôle. Là, pour le coup, se brosser les dents au fin fond d'un parking alors qu'il y a des promeneurs qui passent masqués, c'est rigolo, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, il y a ces personnes-là qui passent devant la voiture et qui vous montrent consciencieusement qu'elles, surtout, elles ne regardent pas. Et voilà, et déjà c'était très intéressant d'observation de ce que ça me faisait en moi, de la manière dont je me positionnais par rapport à ces gens, par rapport à ce collectif. Alors il y a des gens très ouverts hein, qui discutent, qui partagent, etc. C'est aussi très, très sympa. Mais il y a vraiment de tout en fait. Et par rapport à ce qui se fait pas, aux limites, etc., c'était déjà très très intéressant. Et là, donc je rentre, et on est la semaine donc avant la rentrée, et je vois ce qui se profile pour cette rentrée. Et là, ça m'a vraiment donné envie de partager avec vous où j'en suis un petit peu de tout ça, de tout ce qui se passe avec le Covid, etc. Et donc d'explorer tout ça à partir de cet angle de qu'est-ce qui est correct vraiment en fait. C'est quoi qui se fait et c'est quoi qui se fait pas. Alors la première chose que j'aurais envie de poser, c'est que je remets pas en cause du tout le fait que des codes soient nécessaires. Le fait qu'il y ait des codes dans un collectif humain, c'est juste indispensable. C'est ce qui permet de saluer l'autre, de lui montrer qu'il existe, qu'on reconnaît sa présence, qu'on respecte cette présence, qu'on a des intentions pacifiques et bienveillantes, qu'on respecte le territoire de l'autre. Donc le fait qu'il y ait des codes dans un collectif humain, ça pose pas de problème particulier. Je suis pas en train de dire oui, faut casser tous les codes, etc. Non, pas du tout.
c'est important, c'est précieux, et ça contribue à ce qu'il y ait un tissu social et une vie commune qui soit harmonieuse, tous ces codes. Donc ils sont utiles. Ils sont utiles. Après, quand on se pose la question de ce qui se fait et de ce qui se fait pas, on est dans un référentiel qui est externe. Donc ça veut dire qu'on fait référence à ce que j'ai reçu comme repère dans mon éducation, en ma famille, à l'école, etc., etc., et à ce que me renvoie le collectif à travers les médias et à travers les sources d'information, à travers ce que me disent mes dirigeants, les gouvernants, etc. Et donc tout ça, ça fait un ensemble de codes de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce qu'il est admis de penser, de ce qu'il est pas envisageable de penser, de ce qu'il est possible de remettre en question ou pas. Et tout ça, ça évolue au fil du temps. Et là, vous voyez où je veux en venir avec le Covid, j'ai vraiment envie de reprendre avec vous l'histoire telle qu'elle nous est proposée par nos gouvernants, par les médias, qui pour moi maintenant sont vraiment une caisse de résonance de ces gouvernants, et vraiment de regarder point par point, alors ça va pas forcément être exhaustif, mais de regarder les grandes lignes finalement de ce qui nous est proposé sur qu'est-ce qui se pense en ce moment, qu'est-ce qui se fait de penser en ce moment, quelle est l'histoire qui se fait de penser, qui se fait de croire en ce moment. Alors, je vais reprendre du début. On pourrait dire, première chose, que les Français auraient découvert, je parle du peuple, après les gouvernants, etc., je ne peux pas prétendre savoir où ils en sont, depuis quand ils savent les choses, mais voilà, on va dire que collectivement, quand on suit sans plus l'actualité, qu'on n'a pas trop fait attention, on va dire qu'on a découvert au mois de février 2020 qu'il y avait un virus dangereux appelé Covid-19, on va dire ça comme ça, et que ce virus dangereux Covid-19 aurait été transmis d'animaux, alors des chauves-souris, des pangolins, bon, aurait été donc en tout cas transmis naturellement d'animaux à l'homme sur des marchés en Chine, donc à Wuhan, et que ce virus est à la fois très contagieux et très virulent. Donc ça, voilà, c'est déjà un package, un premier morceau de l'histoire. Après, deuxième morceau, ce virus, on n'a pas de traitement. On n'a pas de traitement pour le soigner, pour soigner les malades, etc. Donc non seulement il est très contagieux, il est très virulent, et en plus on n'a pas de traitement. Donc étant donné qu'on n'a pas de traitement, troisième élément de l'histoire, le meilleur moyen de protéger des populations dans ces cas-là, c'est de confiner totalement toute une population. Donc ça, moi je parle pour la France. Après, il y a comment chaque pays l'a vécu, l'a fait les choses en fonction de son identité, etc. Moi je parle de l'histoire française, telle que moi je l'aperçois en plus. Donc voilà, il y a nécessité de confiner toute une population pour la protéger d'un virus très virulent, très contagieux, et pour lequel on n'a pas de traitement. D'accord ? Donc on subit cette première vague, mars, avril, etc. Et puis on peut déconfiner, donc ça c'était le 11 mai, on peut enfin déconfiner, mais on y dit attention, il est tout à fait possible, probable, on nous annonce le fait qu'il va y avoir une deuxième vague, et pendant des semaines et des semaines, on scrute et on teste de plus en plus de personnes pour détecter le nombre de cas et pouvoir prévoir cette deuxième vague. Et pour nous protéger, on nous dit, voilà, attention, il y a de plus en plus de cas, donc il faut mettre un masque. D'abord, on nous conseille de le mettre, ensuite on nous oblige à le mettre dans les lieux clos, ensuite en extérieur, et donc là, pour la rentrée, on prévoit une rentrée avec des enfants qui vont être obligés d'être masqués dans les écoles à partir de 12 ans, donc les collèges et les lycées, et puis les études supérieures. Et puis dans le milieu du travail, de l'entreprise, il est tout à fait envisageable que des personnes, des salariés, soient licenciés s'ils refusent de mettre un masque. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire telle qu'elle nous est présentée par les médias et par nos gouvernants. Ok, je pense que là, c'est bon pour vous, vous reconnaissez l'histoire, je pense qu'on peut être d'accord que c'est ça le message qu'on nous envoie. Donc ça, c'est ce qu'il est correct de penser. Quand on adhère à ça, eh ben, on est dans les clous et c'est correct et ça va.
Alors attention, asseyez-vous hein, si vous êtes debout. Je vais être très incorrecte. Dans tout ce que je viens de vous dire, il n'y a rien en quoi je crois. Rien. Et j'y ai cru, il y a des choses auxquelles j'ai cru au tout début. Alors j'y ai cru pas à 100%, j'avais un doute, mais comme c'était quand même des sujets qui étaient très graves et qui remettaient en cause voilà, la santé peut-être de mes proches, etc., je voulais en aucun cas prendre le moindre risque sur la santé des personnes autour de moi, que je les connaisse ou je les connaisse pas, etc. Donc au début, j'ai été vraiment très rigoureuse hein, dans ce que j'ai fait au niveau des masses, des protocoles, etc. Puis moi, j'ai un passé de sciences de SVT, donc j'ai enseigné l'asepsie à mes élèves, et donc je sais vraiment comment les choses peuvent se transmettre, etc. Et j'ai fait mais super attention. Donc, pas très longtemps, mais quand même, au début, j'ai fait super attention. Donc je sais ce que c'est que de croire à ça. Et j'ai eu cette peur. D'accord? Donc je ne me moque pas du tout. Mais je pense que si vous suivez mes vidéos ou mes podcasts depuis un petit moment, vous avez vu qu'il y avait eu un cheminement, et j'ai traversé tout un tas d'étapes, et là, au jour d'aujourd'hui, 24 août 2020, mais je ne crois plus en rien de cette histoire, mais vraiment plus. Et du coup, j'ai basculé du côté de ce qui n'est absolument pas correct, parce que, parce que du coup, dans ce que j'exprime, dans la manière dont je me comporte, je vois bien ce que certaines personnes me renvoient de quel point mon comportement et de ce que je fais n'est pas correct. Alors après, je m'adapte, hein, je suis pas du tout dans la provocation, ça m'intéresse pas, mais bon, parfois, quand moi je sens que vraiment ce masque-là, c'est pas possible, je le mets en dessous le menton, et puis voilà, puis je le relève, je le redescends, enfin bref, je m'adapte, je suis pas... voilà. Mais voilà, donc ça c'est très intéressant d'être du côté des incorrects. Et alors, je sais pas, vous qui regardez cette vidéo, où vous en êtes de votre cheminement, et si là vous êtes choqué par quand je vous dis que je ne crois à rien de tout ça, ou si vous dites bah oui, bah moi non plus, enfin, je sais pas, mais voilà, c'est intéressant que vous preniez un moment pour voilà, sentir comment c'est pour vous quand je vous dis ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce cheminement de conscience que je partage avec vous, c'est vraiment de questionner et de regarder bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je me positionne, comment ça évolue, ce que je perçois, ce que je ressens, etc. Alors quand je dis que je ne crois plus du tout en rien de tous ces éléments que je viens de vous citer, je pourrais les prendre point par point et puis vous donner des faits, des chiffres, des choses pour vous, voilà, pour vous montrer pour quel est le cheminement, quelles sont les informations que moi je suis allée chercher qui ont fait que j'ai déconstruit tout ça. Après, je sens pas que ce soit mon rôle de faire ça, il y a des lanceurs d'alerte qui font ça, mais très très bien. Et en même temps, il y a aussi des choses à trier dans ce qu'ils disent, donc c'est pour ça chacun a sa propre réalité, son propre raisonnement, ses propres perceptions, et donc je peux pas savoir pour vous, dans votre réalité, comment ça va jouer. Mais voilà, quand on dit déjà un virus qui est apparu naturellement dans un marché de Wuhan, est-ce que c'est si naturel? Je veux dire, est-ce qu'un virus naturellement est aussi contagieux et dangereux? Est-ce que ça c'est possible déjà dans la nature? Je sais pas, demander à des infectiologues de... enfin, renseignez-vous, les virus dans la nature, ils sont soit très très virulents, soit très très contagieux, mais ça n'existe pas un virus naturellement qui est les deux. Et puis est-ce que ce virus est naturel en fait? Hein, je veux dire, il y a quand même des personnes et des prix Nobel qui ont quand même annoncé des choses, je pense qu'il est intéressant voilà, de prendre en compte. Je parle de prix Nobel, je parle pas de Toto, hein, de Bozo le clown, je sais pas. Et puis, on pourrait questionner aussi les chiffres, le nombre de morts par exemple. C'est étonnant ça c'est vraiment intéressant sur le questionnement de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Moi au début, quand j'ai entendu ces chiffres égrenés aussi régulièrement, etc., mais je les ai questionnés, je me suis dit, ah bon, autant de chiffres, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai cette habitude de mettre les choses en perspective, de questionner les données, etc. Donc tout de suite je me suis dit, ah ok, on nous dit tant de morts en tant de temps, ok, bon bah donc une grippe classique, ça fait combien de morts par an en France par exemple, pour avoir des points de repère? Il y a combien de morts globalement en France par an, de toutes causes confondues, pour avoir des points de repère? Je sais pas si vous avez fait cette démarche-là. Et ce qui est très intéressant quand on commence à se questionner là-dessus, c'est qu'on se rend compte qu'en fonction des sites que l'on va voir, les chiffres sont pas les mêmes. Donc là, déjà, on se dit, intéressant. Alors moi, il y a un site que j'aime bien qui est Worldometer, et sur ce site-là, on a vraiment des informations très très précises, pays par pays, etc., en fonction des causes de décès, du nombre de cas, etc. Il y a le Covid, mais il n'y a pas que le Covid, justement, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, j'ai regardé le nombre de morts. Par exemple, là, en 2014-2015, il y a la grippe en France qui a fait 18 000 morts. Cette année,
La grippe en France a fait 72 morts. Je sais pas, mais déjà juste ça. Je sais pas, il n'y a pas besoin d'être complotiste et d'aller dans des tests de ouf. Déjà ça, on se dit, ah ouais, 18 000, 72. Ils sont passés où les autres morts de la grippe? Enfin, je sais pas, c'est du bon sens en fait. Là, pour le Covid, pour l'instant, on est à un peu plus de 30 000 morts. Voilà, je respecte la vie des gens, et c'est justement parce que je respecte la vie des gens et le fait qu'il y ait eu des malades et qui ont souffert que je me pose des questions, que je cherche où est la vérité. Parce que c'est marrant, ce qu'on m'a retourné comme objection quand j'ai commencé à discuter de ça avec cette personne, c'est quoi, mais tu te rends pas compte, ça se fait pas, c'est pas juste des chiffres, on parle de vrais gens, de vraies personnes qui sont mortes, etc. T'imagines, les hôpitaux, ils sont bondés de monde, etc. Bah oui, mais justement, c'est justement parce que c'est des vrais gens que je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Par respect pour la vie, pour l'humain, c'est quoi la vérité? Est-ce qu'on est en train d'essayer de m'enfumer avec des faux chiffres qui en fait correspondent à une normalité assez classique finalement quand il y a une pandémie de grippe ou d'autres types de virus? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une pandémie exceptionnelle? Si vous vous renseignez un petit peu sur les chiffres par exemple de la pandémie grippale à Hong Kong et dans le monde du coup de 68, regardez les chiffres. On est bien en deçà. On est bien en deçà. Donc là, pandémie, je conteste pas qu'il y ait le fait qu'il y ait un virus, je conteste pas le fait qu'il y ait une pandémie, pourquoi pas, enfin voilà. Mais est-ce que c'est vraiment si grave que ce que les médias et le gouvernement essayent de nous faire croire, nous le montrent? Est-ce que c'est vraiment si grave? Pour moi, c'est clair que non. C'est clair que non. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas de traitement, là ça m'interroge quand même, parce que dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? J'écoute les spécialistes des infections, les infectiologues mondiaux, internationaux, j'écoute les médecins de terrain, ceux qui sont habitués d'être au contact des malades, et j'écoute ce qu'ils disent, j'écoute ce qu'ils font, j'écoute quels sont leurs résultats. C'est eux que j'écoute dans ces cas-là. Et quand on écoute ces personnes-là, et en fait, on se rend compte qu'il y a des traitements, il y en a plusieurs, il y a différentes approches, on parle beaucoup de l'hydroxychloroquine traitée à certains antibiotiques, bon voilà, il y a différents protocoles avec des mélanges de molécules, il y a des plantes, il y a tout un tas de choses, il y a des vitamines, voilà, il y a des solutions. Il y a des solutions. Est-ce que vous vous êtes intéressé, par exemple, à la courbe de mortalité en Italie? C'est très intéressant, l'Italie. Au début, comme en France, ils ne traitaient pas, ils avaient une courbe de mortalité absolument importante, et puis ils se sont mis à traiter. Et là, ils ont complètement inversé leur courbe de mortalité. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Donc, voilà, quand on me dit il n'y a pas de traitement, c'est très très grave, on n'a jamais connu ça, etc., moi je questionne justement parce que je respecte la vie, je respecte l'humain, je respecte la réalité de ce qui est. Ça c'est important pour moi, au niveau de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Et quand on me dit heureusement le gouvernement a confiné et c'est comme ça qu'on a sauvé des milliers de vies, est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun protocole d'urgence sanitaire qui n'a jamais qui a préconisé un confinement? Ça n'existe pas en fait. Ça, c'est une invention 2020. Aucun protocole sanitaire n'a jamais préconisé un confinement. Ça n'existe pas. Non. Quand vous avez un malade, est-ce que vous l'enfermez à huis clos? Quand on est malade, on a besoin d'aérer. Enfin, c'est du bon sens en fait. Donc le fait que le confinement ait sauvé des vies, quand on voit le fait que l'accès aux soins a été bloqué pour tout un tas de maladies, quand on voit la manière dont on a traité nos seniors, hein, nos ancêtres, dans les EHPAD, hein, avec comment il s'appelle ce médicament là, cet anesthésiant là qu'on a encouragé les médecins à injecter à ces personnes, soi-disant pour pas qu'elles souffrent. Moi vraiment là, quand je vois tout ça, je ne crois plus à tout ça. Je ne crois plus à tout ça. Et c'est important pour moi, quand je suis face à ces contradictions, vraiment de rester au contact des faits, de la réalité, des chiffres, de ce qui est dit, des actions qui sont posées, des textes de loi qui passent, de rester au contact de ça et de rester au contact de moi, ce que ça me fait ressentir de voir ça. Et de ce que ça me fait ressentir de voir comment la plupart des gens se positionnent ou pas.
par rapport à ça. Et ça, je le respire, et ça, je l'accueille, et ça a été sacrément douloureux pendant un bout de temps, vraiment. Et donc, une fois que ce processus d'accueil, d'acceptation de ce que je perçois, de ce que je ressens, de ce qui est, de pardon, de remerciement, hein, j'ai fait une vidéo, enfin non, un podcast face à l'adversité vivre, où j'explique ce processus en détail, donc je ne vais pas revenir là-dessus maintenant. Et bien quand je suis face à tout ça et que je sens qu'à l'intérieur de moi ça dit mais non, je continue à m'interroger et je continue à observer. Et là j'observe ces médias, comment ça fonctionne, je regarde comment ils sont financés, je regarde quelles sont les subventions qu'ils reçoivent, je regarde comment sont payés et les subventions et les conflits d'intérêts qui existent de la part de certains médecins, de certains scientifiques, que l'on voit beaucoup sur les plateaux de certaines chaînes de télé. Vous savez qu'il y a une loi normalement qui oblige un média à signaler les conflits d'intérêts s'il interviewe une personne qui reçoit de l'argent et que cet argent a un lien avec le thème ou ce qu'ils sont en train de dire. Normalement, on est obligé de le déclarer, ces conflits d'intérêts. Ben là, ils ne l'ont absolument pas fait. Ça interroge quand même, non ? Moi, ça m'interroge. De voir tous ces médecins qui sont arrivés sur les plateaux, qui n'avaient pas vu forcément de patients depuis je sais pas combien de temps, qui étaient sponsorisés par Big Pharma, hein, les laboratoires pharmaceutiques. Toujours les mêmes. Ça interroge. Et puis on pourrait parler du financement de l'OMS. On parle du financement de l'OMS. On pourrait parler du Haut Conseil scientifique, pareil. On parle de tout l'argent que reçoivent ces scientifiques et ces personnes qui sont dans ce Haut Conseil là, qui donnent des recommandations, etc. Donc ça, je pense que ça fait partie quand même d'une réalité qu'il est difficile de nier. Il n'y a pas besoin d'être complotiste, je crois, pour dire ça. Et alors, je sais pas comment ça résonne pour vous hein, quand je vous dis tout ça, mais ça me paraît difficile de nier ces faits. Là, ce sont des faits, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des trucs que j'ai inventés, c'est vraiment facile à vérifier. Maintenant, avec Internet, on a accès à l'information, et voilà. Pour moi, ça, c'est juste une réalité, en fait. Alors je vous invite vraiment à ressentir comment c'est pour vous quand je vous dis ça. Est-ce que vous vous dites, ça y est, alors Karine, elle est barrée complotiste, conspirationniste, négationniste, peut-être vous allez penser que je suis d'extrême droite, que je suis raciste, et toutes ces étiquettes-là qu'on met sur les personnes qui osent faire ce qui ne se fait pas, c'est-à-dire remettre en cause la parole dominante. Je sais pas comment c'est pour vous. Et moi, en tout cas, ce que je vois depuis plusieurs mois et qui me frappe, c'est comment la parole devient monolithique, la pensée devient monolithique. Il n'y a plus qu'une seule manière de penser et on n'a pas le droit de faire autrement. Et comment ça se manifeste, le fait qu'on n'a pas le droit de faire autrement ? Bah, si on refuse de mettre un masque, on a des amendes. À une certaine époque, il fallait se faire une auto-attestation hein, pour sortir. Donc ça, déjà, il n'y a aucun fondement juridique hein, à faire ça. Ça n'a aucun sens. C'était complètement incroyable d'avoir à faire une chose pareille. Donc on a des sanctions quand on se comporte différemment hein, et sous couvert de protéger des populations. Et là, quand je vois dans les réseaux sociaux des posts qui sont supprimés comme ça, sans avertissement, des vidéos qui sont supprimées, des comptes YouTube, Facebook qui sont bloqués, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Soi-disant des contenus qui ne respectent pas les règles de la communauté, etc. Alors moi ça va, je suis tranquille, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de vues, donc je pense que ma vidéo, elle va pas être censurée, et c'est l'avantage de voilà, d'être petit, c'est que ça passe beaucoup plus facilement. Mais des lanceurs d'alerte là qui ont des milliers, des centaines de milliers de vues, plus d'1 million de vues là sur certaines vidéos pour certaines personnes. Bloqué, supprimé, compte YouTube, hop, fermé, au revoir. Waouh. Il y a plus de place, de moins en moins de place, on peut pas dire qu'il y en ait plus, mais il y a de moins en moins de place pour une pensée divergente en fait. C'est pas possible. Et je sais pas si ça vous êtes au courant, mais il y a aussi toute la manière dont les algorithmes des moteurs de recherche comme Google,
des moteurs de recherche des réseaux sociaux, YouTube, etc., vont pondérer certains contenus par rapport à d'autres pour les rendre plus difficiles ou plus faciles d'accès. Ça, c'est sournois, hein, parce que ça, c'est difficile de le percevoir. Mais voilà, c'est très intéressant quand on fait certaines recherches par exemple sur Google, etc., de voir certains sites anti-vaccins, etc., qui apparaissaient dans les premières pages il y a quelques mois et qui maintenant apparaissent au bout de la 15e, la 20e page. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Donc voilà, ça questionne, hein, sur ce qui se fait, sur ce qui se fait pas, etc. Alors moi, quand je suis face à tout ça, clairement, donc vous avez compris, hein, ça dit bah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais c'est pas un je suis pas d'accord révolté, violent, etc. Parce que justement, j'ai fait ce processus, voilà, d'accueil, d'acceptation, de pardon, et je vois aussi quel est le cadeau pour moi individuellement de traverser tout ça, parce que ça me permet de mettre en place au niveau de mes ressources, au niveau de qui je suis, etc. Et puis je vois aussi quel peut être le cadeau pour nous tous, collectivement, de traverser tout ça. Donc c'est un nom qui est assez posé finalement, qui est assez bon tranquille, ce serait peut-être beaucoup dire, mais voilà, c'est pas un nom qui est violent. C'est un nom qui est posé en conscience en fait, tout simplement. Et pouvoir poser ce nom de cette manière-là, ça m'a pris du temps. Ça se voit d'ailleurs dans les vidéos, comment ça évolue au fil des semaines, etc. Parce que j'ai vraiment vécu tout ça dans mes tripes, et c'est douloureux. C'est douloureux de se confronter, c'est vraiment un deuil à faire. C'est vraiment un deuil à faire d'une certaine vision du monde, du collectif. Vraiment cette croyance, alors je croyais pas vraiment ça, mais pour caricaturer, de se dire on peut pas se reposer sur des gouvernants, on peut pas juste aller voter une fois de temps en temps et dire c'est bon, ils vont s'occuper de nous, tout va bien se passer, et puis moi je peux aller faire ma petite vie et sans m'occuper de rien. Ça, c'est peut-être quelque chose que beaucoup de personnes ont cru et auquel j'ai plus ou moins cru, on va dire, pour simplifier, pendant un temps. Mais là, je pense que si la situation qu'on vit, s'il y a bien quelque chose qu'elle nous montre au niveau collectif, c'est comment chacun, il va être nécessaire que chacun se positionne et reprenne ses responsabilités. Parce que là, je sais pas comment vous voyez les choses, mais pour moi c'est évident que nos gouvernants, mais alors n'ont rien à faire, ni de moi, ni de vous, ni de l'humain en général, ni de la vie en général. Il n'y a aucun respect ni pour l'humain, ni pour la vie. Enfin, je veux dire, on pourrait parler des gilets jaunes, on pourrait parler de tout un tas de choses. C'est quand même flagrant, là, c'est pas du complotisme de dire ça. Moi, je vois pas de respect de nos gouvernants pour le vivant. Je vois pas ça. Le vivant, c'est vous, c'est moi, c'est l'humain, c'est le végétal, c'est l'animal, c'est la manière dont on traite l'environnement, etc. Je perçois pas ce respect, je perçois pas cet amour-là. Je perçois pas. Par contre, je perçois bien comment tout un tas de décisions sont faites pour favoriser certains groupes financiers, certaines industries. Là, depuis la crise du Covid, mais regardez qui s'enrichit, regardez où va l'argent. C'est énorme. C'est énorme. Là, on pourrait parler des grandes enseignes qui étaient ouvertes pendant le confinement alors que tous les petits magasins là étaient fermés. C'est très cohérent ça aussi, hein, de regrouper tout le monde comme ça dans les grands centres commerciaux. C'est très très cohérent. Non mais enfin, voilà. Donc je crois qu'il y a un deuil à faire de ça, d'une certaine vision que tout va bien se passer, j'ai pas besoin de m'impliquer, j'ai pas besoin de m'engager, j'ai pas besoin de m'en occuper, ça va aller. Et je pense que c'est une crise de croissance que chacun d'entre nous, nous avons à traverser pour apprendre à nous positionner. Et donc la grande question, c'est jusqu'où est-ce qu'ils vont pouvoir aller dans cette hystérie, dans ce mensonge? Jusqu'où ça va aller pour atteindre les limites qui font que collectivement on va agir, on va dire mais non, c'est pas possible, arrêtez votre délire là. C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Moi je sais qu'une des choses qui m'a motivée à faire cette vidéo aussi, c'est de voir cette rentrée qui arrivait, avec ces enfants qui allaient devoir aller à l'école masqués. Ça pour moi c'est un truc qui me touche énormément, hein, les enfants, l'éducation, hein, j'ai été prof pendant 18 ans, ça me touche vraiment. Je sais pas comment c'est pour vous,
d'envisager ça. Parce que, en tant qu'adulte, déjà, avec tout ce qu'on a traversé depuis des mois, moi je mesure les traumatismes que nous avons accumulés. Je vois ces traumatismes dans le rapport que j'ai au corps, qu'on peut avoir chacun à notre corps, au sentiment d'être solide ou d'être vulnérable, d'être en danger, à la force que l'on ressent avoir. Et puis il y a le rapport aux autres. Est-ce que je sursaute là quand il y a quelqu'un qui s'approche de moi parce que maintenant, ça y est, j'ai engrammé la croyance que l'autre est dangereux, alors est-ce que je le laisse s'approcher de moi? Est-ce que je le laisse me toucher? Est-ce que moi j'ai envie de toucher l'autre? Quel genre de contact et de distance j'ai avec les autres? Vous en êtes où, vous, de ça? C'est les fondements de notre humanité, ça. Et puis il y a le rapport à l'environnement. Si je crois que tout ce que potentiellement je touche là est dangereux, peut me contaminer, tout ce que potentiellement je respire, hein, les petites gouttelettes avec le virus là, ça veut dire que tout ce que je peux respirer là, ça y est, ça peut me contaminer? C'est ça que je crois? Vous voyez tous les traumatismes profonds là que ça vient toucher, tout ce qu'on vient de traverser pour nous déjà en tant qu'adultes? Alors, pour les enfants, vous pensez que c'est comment? Les enfants, ils sont en train de se construire, leur cerveau, tout ça là, ils sont en train d'engrammer et de graver des choses qui sont importantes pour leur structure. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de construire comme vision d'eux-mêmes par rapport à leur corps, leur vision d'eux-mêmes par rapport aux autres, par rapport à leur environnement, par rapport à la confiance qu'ils ont dans les adultes? Parce que je pense qu'il y a tout un tas d'incohérences qui ne vous ont pas échappé, hein, le fait qu'on doive tous avoir des masques, mais par contre on peut aller retirer des billets au distributeur, hein, il est auto-nettoyant, pareil pour payer la carte bleue, la pompe à essence, tout ça c'est auto-nettoyant, il n'y a aucun souci. Par contre il faut bien mettre un masque dans les lieux, etc. Enfin je veux dire, là les gamins ils voient bien tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils construisent comme croyance? Comment est-ce que vous pensez qu'ils se sentent quand on va les obliger pendant toute une journée à porter ce masque-là? Enfin, moi, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ça me... Je dois m'accueillir et je dois respirer hein, quand je suis face à cette réalité-là. Ça me touche vraiment. Hmm. J'ai passé des heures de formation auprès de mes anciens collègues puis je vais encore animer des formations là en 2021 pour l'éducation nationale française. J'ai passé des heures de formation à montrer aux collègues comment le stress, comment les émotions, ça pouvait modeler le cerveau, influencer le développement du cerveau, comment ça avait un impact sur les apprentissages, sur la motivation, sur l'ouverture et l'appétit qu'on a à explorer le monde, à apprendre, comment le lien empathique qu'on peut avoir avec l'enseignant, avec ses camarades, ben, ça influe et ça joue avec son envie d'apprendre, avec sa motivation, avec son ouverture. On a besoin de se sentir en sécurité pour apprendre. En sécurité avec soi-même, avec le fait de faire des erreurs, avec l'autre, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la disponibilité aux apprentissages d'un gamin qui passe sa journée assis derrière une table avec un masque? Je sais pas, moi, je sais. Enfin, moi, ça me touche quand je réfléchis à ça. Et je comprends que si on croit que vraiment il y a un danger, on peut se dire oui, mais c'est pour les protéger. Mais avec tout ce que moi je vous ai exposé de ma vision des choses, vous pouvez comprendre que pour moi c'est juste pas possible. Alors je sais pas comment c'est pour vous, et moi je prétends pas dire à qui que ce soit ce qu'il a à faire, pas à faire, etc. Mais c'est juste, voilà, je vous partage que pour moi ça c'est vraiment confrontant et questionnant. Moi je sais que quand il y a des personnes des fois qui viennent en soins, en accompagnement, il y a des personnes qui me disent mais tu sais ça Karine, je viens vraiment le travailler parce que j'ai pas envie de le transmettre à mes enfants. J'ai pas envie que mes enfants ils aient tel ou tel boulet, casserole, schéma, peur, etc. Et ils se sortent les tripes parce que c'est pour leurs enfants qu'ils le font. C'est marrant hein, comme certaines personnes trouvent des ressources comme ça intérieures quand c'est pour leurs enfants. Des choses qu'elles ne feraient pas pour elles-mêmes. Et je sais pas pour vous comment c'est quand je vous dis ça, mais voilà, je vous invite à ressentir, à regarder, à observer quelle responsabilité individuelle et collective on est en train de poser là en laissant ça se passer en fait, en laissant cette rentrée se passer masquée. Voilà. Je pose ça et puis vous en faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, hein, comme d'habitude. Moi j'ai pas de jugement après sur ce que chacun impose, hein. Chacun a sa réalité et qui est bien différente.
En tout cas, moi, ce à quoi j'aspire, c'est que un maximum de personnes, si elles ont l'élan pour ça, puissent trouver un espace de conscience pour être au plus près d'elles-mêmes et puis prendre soin de ce qui se passe en elles et de soutenir ça. Alors j'ai envie de partager quelques points de repère qui sont des points de repère que moi j'utilise pour moi. Donc après vous verrez si vous ça vous parle. Mais moi la première chose vraiment qui est importante pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être au plus près de la réalité. De la réalité, de ce que je perçois à l'extérieur, de ce que je perçois à l'intérieur. Et deuxième point, face à cette réalité, vraiment me permettre de ressentir ce que ça me fait. Vraiment me permettre de ressentir ce que ça me fait d'être au contact de cette réalité. Pardon. Parce que je sais que le déni, hein, je l'ai beaucoup vu en moi, le déni, mensonge, etc. Donc je sais très bien ce que c'est et je ne le juge pas non plus. Hein. C'est un mécanisme de protection qui a tout à fait lieu d'être dans tout un tas de circonstances et quand on en est là, c'est qu'on n'a pas les moyens d'être ailleurs, en fait, tout simplement. Mais le déni, qu'il soit conscient ou inconscient, c'est une forme de mensonge et c'est coûteux, énergétiquement. C'est fatigant, en fait, parce qu'on est en lutte quelque part, on est en résistance. Et le fait, quand on en a les moyens, dès qu'on peut, de recoller au réel et de se permettre de ressentir ce qui est là, même si c'est douloureux, il y a un endroit, en tout cas en moi ça me fait ça, où ça se détend, où ça se dépose, où ça lâche prise, ça lâche les résistances et ça dit oui en fait. Ça dit oui, ok, c'est ça. Quand je dis accueillir, c'est se permettre de ressentir. Quand je dis accepter, c'est être ok avec le fait que bah oui, c'est bien ça qui se passe. Oui, c'est bien ça que je ressens. Et ça veut pas dire que je suis d'accord dans le sens où je cautionne et que ça aurait été ma préférence. Mais en tout cas, voilà. Oui, la réalité c'est bien ça et ce que je ressens c'est bien ça. Et une fois que ça a été digéré, ça peut prendre vraiment du temps, ça peut se faire en plusieurs couches, etc. Il y a vraiment cette troisième étape à un moment donné, de me redresser en moi-même et de dire mais ok, donc là, qu'est-ce que ça dit de qui je suis là, ce que je ressens face à ce que je perçois, qu'est-ce que ça dit de qui je suis? Et qu'est-ce que je choisis d'exprimer dans le monde face à ça, et sachant ce que je porte, qu'est-ce que je choisis de faire? Non pas forcément pour transformer le monde, que ça ait une action, etc. Parce que je peux aussi lâcher prise de mes attentes. Parce que sinon ça devient très très douloureux. Hein, si je commence à chaque fois à agir, à m'exprimer en me disant il faut que je tienne tel ou tel résultat. Bonjour les frustrations, les déceptions, c'est aussi très douloureux. Et ça aussi ça se respire. Mais juste voilà, j'envoie dans le monde ce que j'envoie, je dis ce que j'ai à dire et je fais ce que j'ai à faire parce que c'est qui je suis et sans attente. Et ça, c'est vraiment une démarche qui est paradoxalement, on pourrait dire ouais, c'est courageux. Non. Enfin, pour moi, en tout cas, tel que je le vis, c'est reposant. Parce que je dors mieux. Je dors mieux parce que je sais que j'ai dit ce que j'avais à dire, que j'ai fait ce que j'ai à faire, et après, je sais que je peux me tromper, hein, évidemment. C'est aussi prendre le risque d'être peut-être à côté de la plaque, de me tromper. Bah écoutez, tant pis, hein, j'apprendrai de mes erreurs quand je m'en rendrai compte. Et puis, c'est prendre le risque aussi d'être rejeté, effectivement, par certaines personnes. Donc ça aussi, c'est douloureux, et ça aussi, ça se respire. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment reposant et de se dire, bon bah voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ce qui est. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors finalement, si je reviens sur cette thématique de cette vidéo, qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas, l'invitation que j'aurais envie de vous faire, c'est de passer à ce référentiel extérieur, de passer de qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas, à qu'est-ce que moi je choisis maintenant. Qu'est-ce que moi, sachant qui je suis, avec ce que je ressens et ce que je porte, et je fais quoi maintenant moi ici dans ce contexte-là. Et donc ça devient qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que en conscience je choisis? Je vous laisse sentir comment ça résonne pour vous. Et on pourrait dire, dans la conscience, il n'y a pas de jugement. Dans la conscience,
c'est ouvert, il y a de l'amour, il y a de l'accueil, il y a de la lumière, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de notion de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Dans la conscience, on pourrait dire tout est juste, tout a sa place, il n'y a pas d'erreur, il y a vraiment une acceptation qui peut être comme ça, totale. Il y a cet espace-là, effectivement. Mais je vois aussi, dans nos environnements un peu spirituels, New Age, etc., que certaines personnes, et moi j'ai beaucoup fait ça, donc voilà, je jette la pierre à personne, qu'il est tout à fait possible en tout cas de prendre ça, cet état de conscience-là ouvert, dans l'amour inconditionnel, etc., de saisir ça, et à partir de là de se dire oui mais tout n'est pas si grave alors, puisque tout est juste, tout ça n'est qu'illusion, tout ça n'est pas réel, c'est un grand jeu, c'est une grande pièce de théâtre. Et c'est vrai, et je peux me relier à cette réalité-là aussi. Mais est-ce que je me relie à ça et en même temps je reste incarnée avec moi, Karine Lépouchard, ou est-ce que je prends cette perception-là et je l'utilise pour me percher et pour me couper de ce qui est douloureux en fait dans mon entre guillemets personnage de moi être humain Karine Lépouchard dans ce contexte-là. Et moi je sais que j'ai beaucoup fait ça, hein, donc je sais vraiment de quoi je parle. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler à partir de mon humanité. Voilà, je suis une femme dans ce contexte-là, en France. J'ai un corps, j'ai un ego, j'ai des émotions, j'ai un mental, j'ai une personnalité, donc j'ai des préférences, j'ai des besoins, j'ai des valeurs, j'ai une histoire, j'ai tout un tas de mémoires. J'ai des limites. Et j'ai vraiment, je trouve que ce qui est savoureux, c'est d'être au contact de tout ça. J'ai de moins en moins envie de me couper de ça. Je dis pas que ça m'arrive plus, hein, ça peut m'arriver. Mais j'ai de plus en plus cet élan de rester au contact de toute cette humanité et de goûter en conscience ce que ça fait d'être qui je suis dans ce contexte-là. Et des fois c'est douloureux, et des fois ça fait mal, et des fois ça dit non, mais le fait que ça dit non, c'est aussi parce que c'est qui je suis. Et j'ai pas envie d'en louper une miette de ça. Et j'ai de moins en moins envie d'aller me percher pour me couper de tout ça. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais c'est vraiment un chemin, en tout cas moi, qui me passionne. Il y a quelques jours, j'ai écrit un e-book, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Un e-book de 35 pages, donc j'ai essayé de faire vraiment concis. Et je l'ai appelé 10 clés essentielles pour inviter davantage de présence consciente dans sa vie. Et j'ai vraiment regroupé dans ce texte ce qui me paraît pour le coup essentiel, pour vraiment trouver plus d'équilibre, de stabilité dans son corps, avec sa respiration, pour apprendre à accueillir, à se laisser traverser par ses vagues émotionnelles, à observer ses pensées, ses croyances, à trouver aussi du silence, y compris quand ça brasse et que c'est pas si évident que ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à utiliser ce lien et à découvrir cet e-book. J'ai eu beaucoup de joie à écrire ce texte et vous verrez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'ai la sensation d'avoir exprimé ce que j'avais envie de vous exprimer aujourd'hui. Comme d'habitude, vous sentirez ce qui résonne pas, comment ça joue pour vous. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez, vous pourrez partager comment c'est pour vous, poser des questions, n'hésitez pas, j'ai toujours beaucoup de joie à lire vos commentaires. Et puis d'ici la prochaine vidéo, prochain podcast, écoutez, prenez bien soin de vous. Bye bye.